On va parler vélo, on va parler cyclisme. Bienvenue dans le Coup Tordu, le 367e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews, il y a des previews. C'est tout simplement le podcast des passionnés pour les passionnés. Le Coup Tordu sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast. Je vous retrouve en solo pour cet épisode. Oui, parce que j'ai allumé le podcast, elle est quasiment en pleine nuit. Il est minuit 1 au moment où j'allume cet épisode, ce 367e épisode. Je l'allume de manière un petit peu inopinée, donc pas le temps de prévenir les copains Thibaut et Enzo, que vous retrouverez bien évidemment très très vite dans le Coup Tordu. D'ailleurs, je vous annonce que vous retrouvez les previews de Thibaut sur le site Vélo Futé, ses previews écrites, et la preview d'Enzo également sur son site The Big Gear. Je parle bien évidemment de la 9e étape de la Vuelta 2025. On se retrouve pour faire cette preview et puis on va parler bien évidemment de la Bretagne Classique qui va avoir lieu ce dimanche 31 août 2025. On attaque avec l'actualité vélo et la rumeur transfert du jour, alors qui est à mon avis plus une rumeur parce que c'est véritablement en train d'enfler, en train d'exploser. Juan Ayuso se serait mis d'accord avec la Lidl Trek pour l'année 2026 et alors là je vous avoue que c'est quand même très surprenant. Ça fait plusieurs mois maintenant, alors on le sait, Juan Ayuso, ça clash, c'est embrouille avec UAE. Ça fait plusieurs mois maintenant que Juan Ayuso est annoncé du côté de la Movistar. Alors la Movistar, ça collait parfaitement, équipe pas vraiment véritablement construite sur un gros collectif, souvent des individualités par le passé comme Valverde, comme Quintana, comme Enric Mas qui est encore dans l'équipe bien évidemment, même s'il est un peu sur la pente descendante, et puis derrière une armée de domestiques autour qui sont là avant tout pour mettre en avant les leaders. C'est un peu l'ADN de l'équipe. Du côté de la Lidl Trek, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on voit le leader de la montagne, Giulio Ciccone, qui travaille pour le sprinter maison, sprinter puncher, baroudeur, à savoir Mats Pedersen. Pedersen qui lui n'a absolument aucun problème et bien au contraire à se mettre en 4 lui aussi pour Giulio Ciccone. Je sais pas si vous aviez regardé d'ailleurs un documentaire sur Eurosport qui retrace un petit peu les entraînements, le quotidien de la carrière de Mats Pedersen. Il est en chambre avec Alex Kirch et à un moment donné, il explique que lui, son grand rêve, ça serait qu'ils arrivent à deux ensemble sur la ligne d'arrivée d'une course et qu'ils puissent offrir une victoire à Alex Kirch. Juan Ayuso, ça n'a rien à voir. Ce mec aurait dû jouer au tennis. Le collectif, de tout ce qui ressort, de tout ce qu'on peut entendre en off à droite à gauche, le collectif, il en a mais rien à branler. D'ailleurs, je vous l'annonce, je vous le dis, jusqu'à la fin de cette Vuelta 2025, il va jouer pour sa gueule et uniquement pour sa gueule. C'est-à-dire les Joao Almeida qui peut peut-être remporter la Vuelta ou faire podium, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, je pense qu'on va encore laisser passer cette 9e étape et après la 9e étape, je pense qu'on ira mettre une petite croquette sur Juan Ayuso, meilleur grimpeur. Donc Ayuso, c'est un putain d'individualiste et la Lidl Trek, c'est tout l'inverse. On a une équipe qui est dans le partage, qui est dans l'altruisme et si on devait faire un petit peu des parallèles avec le foot, voilà, on va parler des gros collectifs, le Football Club de Nantes de Jean-Claude Suodo, le Barça de Johan Cruyff, bien évidemment les équipes dirigées par Giuseppe Guardiola. Vraiment l'ADN, s'il y a un ADN, s'il y a une couleur à cette équipe de la Lidl Trek, c'est véritablement une équipe qui repose sur la force collective avec, on va dire, des coéquipiers qui sont véritablement bien considérés et qui de temps en temps peuvent avoir leur chance. Alors Juan Ayuso, ça colle pas du tout. Ça colle pas du tout avec le casting. Alors maintenant, il y a deux solutions, parce que du côté de la Lidl Trek, les coureurs savent parfaitement quelle est la réputation de Juan Ayuso. Donc il y a deux solutions. Alors déjà, je pense qu'il y a dû avoir explication en interne, parce que quand vous avez un collectif qui est bien huilé, et qu'on vient vous mettre un putain d'individualiste à l'intérieur, bah ça c'est comme dans toute entreprise, ça peut foutre la merde dans un groupe. Donc soit on leur a expliqué, il y a eu du management où on leur a dit bon bah voilà les gars, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, et peut-être parce que vous remarquerez quand même sur la 7e étape de la Vuelta qui est remportée par Juan Ayuso justement, Mats Pedersen était avec lui dans l'échappée et je trouve que Mats Pedersen a été bien généreux dans l'échappée. Il a vraiment beaucoup donné, il a bien aidé Juan Ayuso en tout cas, donc c'était peut-être déjà un cadeau de bienvenue avant l'heure. Donc soit on explique au coureur, voilà, et il est bien accueilli dans l'équipe, bon il n'y a pas de raison qu'il soit mal accueilli, mais que de l'autre côté on dit à Juan Ayuso, ok tu viens à la Lidl Trek, mais nous on a un esprit, et va falloir que tu te fondes dans l'esprit parce que tu n'auras pas de performance individuelle s'il n'y a pas de performance collective. Et là j'ai envie de dire que éventuellement ça peut le faire, ça peut peut-être faire quelque chose, soit ça peut aussi torpiller l'équipe de l'intérieur si jamais la mayonnaise ne prend pas. Mais en tout cas, si jamais ça prend,
Si jamais ça prend au niveau de la mayonnaise, et ça c'est du coaching, c'est du management, c'est du mental, je peux vous dire que Juan Ayuso va arriver à la Lidl avec le sang dans la bouche, parce que s'il y va, c'est qu'il pense intérieurement qu'il peut taper Tadej Pogačar. Et on a déjà eu des retours, et je pense qu'il y croit, parce qu'on a déjà eu des retours de quelques entraînements du côté de chez UAE, où sur des ascensions de 20-25 minutes, il réussissait à l'accrocher. Il le battait pas, mais il était pas très très loin derrière. Donc je pense qu'en lui, il a cette idée de pouvoir battre, de pouvoir affronter à un moment donné Tadej Pogačar, soit sur un grand tour, soit sur une grande classique, une course d'une semaine. Donc il va arriver véritablement avec cette haine en lui, parce qu'il a la haine de Tadej Pogačar, pour essayer de le tarter à un moment donné. Alors Poggi va pas vouloir se faire avoir, hein, donc je pense que lui-même, ça va lui redonner des axes de motivation. En tout cas, je sais pas quel sera son programme s'il va à la Lidl encore une fois, mais si on retrouve à un moment donné les deux sur un même grand tour, et notamment sur le Tour de France, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui va faire du spectacle, et qui sera attendu par les suiveurs, par les fans, et bien évidemment par toutes celles et tous ceux qui suivent le vélo. On attaque les amis avec la Bretagne classique, Classic World Tour, qui a lieu ce dimanche 31 août. Alors que vous dire sur cette Bretagne classique? Je vais pas en faire des caisses sur cette Bretagne classique. Alors déjà, niveau de la météo, on aura plutôt du vent de face sur la phase retour, météo qui va quand même être très très agitée autour de Plouay. Maintenant, plutôt vent 3/4 face sur la phase retour, ce qui pourrait plutôt favoriser un sprint, sauf que dans certaines portions, on va plutôt se retrouver avec, on va dire, un vent portant dans des phases qui pourraient être décisives et qui pourraient casser le peloton à ce moment-là. Donc, va falloir avoir une bonne connaissance du parcours, va falloir éventuellement avoir un petit peu d'expérience sur cette course. Surtout, va aussi falloir avoir évidemment un gros collectif, parce que la supériorité numérique va être importante. Le truc, c'est que franchement, alors évidemment, le collectif des UAE paraît être un petit peu supérieur aux autres, mais on sait aussi qu'ils ont véritablement beaucoup de mal à se coordonner entre eux. Je serais très surpris, Isaac Del Toro, alors il a les jambes pour gagner évidemment, mais je serais hyper surpris que dès sa première participation, on rappelle la particularité de la Bretagne classique, c'est que c'est très très long. C'est une des Classic World Tour qui fait plus de 250 bornes. Donc peut-être léger avantage pour les UAE au niveau du collectif. Maintenant, quand Pogačar est pas là, on sait qu'ils ont du mal à s'articuler les uns avec les autres, et il y a le fameux Jan Christen qui, lui, un petit peu comme Juan Ayuso, lui aussi aime bien courir uniquement pour sa gueule. Donc voilà, on va dire qu'on a 6 UAE et un putain d'individualiste au milieu, et le reste des collectifs, franchement, c'est hyper équilibré. Visma, c'est jamais pourri la Visma. On a d'ailleurs un retour un petit peu sympathique, et ça fait plaisir, de Christophe Laporte. On a le tenant du titre, Hirschi, qui vient avec la Tudor. Même un mec comme Alaphilippe, on peut pas complètement le sortir du jeu. La Lidl, c'est solide. La Red Bull Bora arrive avec une belle équipe. Enfin, vraiment, tout le monde arrive. C'est vraiment au niveau des collectifs. Decathlon arrive aussi avec une très très belle équipe. Dorian Godon est très en forme. Donc on se retrouve avec des collectifs qui sont quand même ultra méga bien huilés. On a des coureurs qu'on n'a pas vus depuis le Tour de France. On a certains qui sortent du Tour du Limousin. Enfin, c'est vraiment compliqué. Les UNOX sont toujours redoutables sur ce genre de parcours. Corbin Strong, il volait en Norvège, donc c'est vraiment très très compliqué. Romain Grégoire également pour la Groupama. Valentin Madouas, c'est parfaitement préparé pour cette Bretagne classique. Donc franchement, Aramburu, c'est pas délirant. Bling Matthews, il revient, qu'est-ce qu'il vaut? Mauro Schmidt, enfin voilà, le danger peut venir de partout. Pour moi, il y a 40 ou 50 mecs. Arnaud Delis, bien évidemment, même si pour moi, le collectif de la Lotto n'est pas parmi les collectifs les plus forts. On a Bini Girmay. Donc franchement, j'ai rarement vu à la fois des individualités, des favoris qui, on va dire, étaient aussi proches potentiellement les uns des autres, mais aussi des collectifs aussi proches les uns des autres. Réellement, il y a 7 ou 8 équipes au départ de la course qui vont se dire aujourd'hui, clairement, c'est pour nous, peut-être 10 ou 12. Je pense qu'il y a personne qui fait peur à personne. Donc savoir tactiquement comment ça va se passer, quelle va être la clé de la course, qui va être le plus malin, franchement, je vais vous dire, là pour moi, sur ce genre de course, c'est pas... moi, ce que j'aime, c'est essayer de définir un scénario, c'est essayer de scénariser quelque chose pour ensuite définir un pronostic. Mais là, à ce niveau-là, franchement, c'est plus du pronostic. À ce niveau-là, c'est de la voyance. Alors après, on peut essayer de cocher des mecs en forme. Valentin Madouas s'est parfaitement préparé. On l'a vu sur le Renault 8 Tour. Il nous l'avait fait l'année où il avait gagné.
Il avait été, on va dire, il avait un petit peu montré la papate à l'avant sur le Runaway Tour sans être non plus transcendant, mais il s'était parfaitement préparé. Il l'a dit dans le podcast de Zach Nani. Pour lui, c'est un objectif. De toute façon, la Bretagne classique pour Valentin Madouas, c'est toujours un objectif. Donc s'il y avait peut-être un petit top 10 à aller chercher, mais je sais pas quelle est la cote, peut-être Valentin Madouas. Alors je vous propose pas ça en pronostic, hein, évidemment, mais ça pourrait être éventuellement quelque chose d'intéressant. Et alors l'autre pic, mais alors là vraiment c'est même si c'est pas un parcours qui est véritablement pour lui, même si ça serait pas non plus délirant de le voir à l'avant, mais Alexander Vlasov vient d'être papa, il y a le fameux bonus paternité, mais enfin bon, vu le parcours, je serais quand même hyper surpris de voir, et d'ailleurs je crois qu'il est même pas coté par les bookmakers, donc je serais vraiment hyper surpris. Alors ça se trouve, je vous dis ça et Vlasov va l'emporter avec une cote à 3 chiffres et je vais pleurer parce que je l'aurais pas pris, mais franchement, enfin voilà, Thibaut Naï, Jasper Stuyven est très fort sur les parcours longs. Anthony Turgis aussi, Total Energy, c'est pas mal. Mohoric était pas trop mauvais sur le Runaway Tour, donc peut-être aller cibler des mecs qui sont forts sur parcours long. Paul Magnier, il est bien, il a fait 2e l'année dernière. C'est un cauchemar. Pour vous donner un pronostic sur cette Bretagne classique, c'est véritablement un cauchemar. Donc là, pour moi, je suis désolé, hein, il y aura pas de bête. D'ailleurs, j'en profite, hein, le petit message prévention dans le lien de l'épisode. Je vous ai mis le numéro de téléphone de joueurs info service. J'espère que vous n'aurez jamais à l'utiliser parce que vous êtes des joueurs cohérents, vous êtes des joueurs conscients. Alors je sais qu'il y a aussi une petite part algorithmique sur YouTube avec des gens qui tombent sur nous par hasard. Donc voilà, je vous le dis, faites hyper gaffe, faites du management de bankroll. L'autre fois, j'étais sur TikTok, je voyais un mec qui donnait des conseils. Il disait bon alors les gars, faites du management de bankroll, ne misez jamais plus de 10% de votre bankroll sur une mise. Non mais le mec est fou quoi, le mec est fou. Alors après oui, si votre bankroll c'est 100 balles, vous mettez 10 balles d'un coup, mais enfin bon, on joue pas avec une bankroll de 100 balles quoi, c'est ridicule. Ou alors si on joue avec une bankroll de 100 balles, le bet maximum on met 2 euros, allez 5, vraiment on est déjà sur une gestion hyper agressive. Donc voilà, donc ça le management de bankroll, je pense qu'on se refera des épisodes pendant l'hiver là-dessus. Donc c'est vraiment pour moi la clé pour ne jamais se cracher. Si on perd, on joue moins, évidemment. Voilà, donc si on perd, on joue moins, on joue des plus petites sommes au fur et à mesure que l'on perd, et de cette manière, on n'est jamais broke, et vraiment en restant sur des petites portions de sa bankroll. Donc jouer avec excès comporte des risques, un jeu d'argent bien évidemment strictement interdit aux mineurs, et donc là de toute façon, il y aura pas de bête de mon côté, vu que sur la Bretagne classique, pour moi, on partira en no bet. On va aller sur ce qui nous intéresse, la 9e étape de la Vuelta. Alors là, par contre, il y a des choses à faire. Là, par contre, il y a véritablement de grosses choses à faire. Alors, on a un parcours, course de côte, 197 km. On termine avec un talus, un espèce de talus de 13 km à 5,2% de moyenne, qui est, on va dire, plutôt dur dans sa première partie. On retrouve plutôt les pourcentages sur les 4 premiers kilomètres, des pourcentages entre 7 et 8%. Et plus l'ascension avance, plus on se retrouve sur des parties roulantes, et on se retrouve sur 4 km. Les 4 derniers kilomètres, je vais pas vous dire que c'est plat, mais c'est quasiment plat. On est entre 1,4 et 3,7% de moyenne. Donc rien de très traumatisant. Donc on va dire course de côte, parce qu'il n'y a pas d'ascension répertoriée, même si bien évidemment il y a des ascensions non répertoriées avant cette ascension finale, mais on ne sera pas sur une course de col, mais plutôt sur une course de côte, vu que ça sera la seule ascension répertoriée, l'arrivée de l'étape. Donc tout le monde pourrait se dire pic échappé. On a vu des coureurs sur cette 8e étape un petit peu relâchés avant l'arrivée, notamment Juan Ayuso, on a vu David Gaudu, on a vu Tiberi qui se sont relevés avant l'arrivée de l'étape. Donc on se dit clairement tous ces gars-là, c'est des gars qui ont coché l'étape 9. On a vu que du côté de la Visma, chez Jonas Vingegaard, on va plutôt attendre la 2e ou la 3e semaine. On va un petit peu éparpiller les équipiers. Du côté des UAE, oui, voilà, on est derrière Joao Almeida, mais Joao Almeida, c'est pas le mec qui tire le plus son équipe. Du côté de la Lidl, on pourrait être aussi un petit peu attentiste à tout ça. Donc, en logique, on pourrait être sur un scénario échappé. Ça serait un petit peu la logique. Sauf que, parce qu'il y a un sauf, c'est la météo. Et là, je peux vous dire que sur cette 9e étape de la Vuelta, on va avoir un vent de face et un putain de vent de face. Ça va pas souffler un petit peu quoi. Un vrai putain de vent de face. Genre du 50 km/h en pleine gueule. J'aimerais pas être les coureurs sur cette 9e étape. Alors bien évidemment, comme le parcours tourne un peu, il y a forcément des passages où les coureurs vont reprendre un petit peu des portions de vent d'eau, mais c'est pas des portions qui sont véritablement très très importantes. Donc oui, ça peut casser dans ces endroits-là, et derrière le peloton peut se relever et ne pas mener à la chasse. Maintenant, le problème c'est que tous les coureurs vont attendre entre guillemets ces pertes
période de vent de dos pour essayer de s'extirper tous les candidats, on va dire, à la victoire finale. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans le peloton et que vous êtes vent de face, vous faites des économies d'énergie qui sont, c'est abyssal en fait. Vous faites quasiment pas d'effort. Vous êtes calé dans un peloton vent de face. Vous êtes calé, vous êtes hyper bien. Donc les coureurs en fait dans ces portions vent de dos, ces petites portions de vent de dos qui sont pas très longues, vont avoir de la force pour mener la chasse. Donc pour moi, je vais vous dire un truc, je suis même pas convaincu qu'il y ait une échappée, qu'il y ait beaucoup de candidats à l'échappée, parce qu'aller faire 180 bornes vent de face, franchement les mecs, va falloir des courageux. Donc vous l'avez compris, de mon côté ça sera un GC Day. Alors on aura quand même une partie vent de dos, à savoir que les pourcentages les plus forts de l'ascension finale vont plutôt se disputer vent de 3 quarts d'eau. Et on va dire pas la différence non, parce qu'on va reprendre vent de face sur la suite de l'ascension, mais on va se dire qu'il pourrait y avoir un écrémage sur ces 4 premiers kilomètres, peut-être un écrémage. Maintenant, si on prend un petit peu les candidats à la victoire, moi je pense qu'il y en a un qui doit être en train de se dire celle-ci potentiellement elle est pour moi, il s'appelle Tom Pidcock. Tom Pidcock, je pense qu'il va mettre son équipe à la planche encore une fois parce que il y a ce vent de face. Ciccone, il a du sprint, il a de la giclette. Godu l'a fait une fois, donc il doit se dire pourquoi pas. Godu, il devrait pas le tenter en échappée cette étape-là, il devrait plutôt le tenter en GC Day. Donc vous l'avez compris, pour moi c'est GC Day sur cette étape, et à partir du moment où ça part en GC Day, là on se retrouve avec des values qui sont intersidérales, tout simplement parce que les books voient un scénario échappé, c'est-à-dire qu'on arrive encore malgré tout en 2025 à avoir des spots où les books ne prennent pas en compte la météo, et ça pour moi c'est important. Alors attention, encore une fois, ce que je vous dis, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, il peut y avoir un coup qui part assez tôt et derrière ça musarde et ça prend 10 minutes et c'est fini. Malgré tout, pour moi, il y a d'énormes values derrière. Alors je vais partir sur 3 coureurs parce que les values sont assez colossales. Jonas Vingegaard, qui est le favori logique à la vue de son sprint. Alors le sprint est un petit peu plat. Maintenant, rappelez-vous quand même que sur la première étape du Dauphiné cette année, on a un sprint plat et il a failli sauter Tadej Pogačar. Il finit devant Mathieu Van Der Poel. Sur le mur de Bretagne, sur le Tour de France, on a aussi un final qui est plat. Il finit deuxième derrière Tadej Pogačar. Donc son sprint, son punch, tout ça, il a travaillé. Et puis, il va pas non plus, on va dire, véritablement beaucoup toxiné sur le début de l'ascension. Donc je pense que sur la fraîcheur et sur ses qualités de récupération qui sont les qualités d'un coureur de 3 semaines et d'un mec qui a gagné 2 fois le Tour de France, Jonas Vingegaard, favori logique, cote à 7,5. Pour moi c'est énorme, c'est grosse value, c'est 0,15% de bankroll. Et les 2 autres que je vais prendre, alors il n'y aura pas de top 3 sur cette étape, je vais vraiment prendre du winner take all. J'ai pris du Tom Pidcock à 23,5 également, 0,05% de bankroll, et du Giulio Ciccone pareil à 0,5% de bankroll. Donc à chaque fois c'est 5 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 2,50 euros sur une bankroll à 5 000 euros. Donc vous voyez, ça fait une mise globale pour une bankroll de 10 000 euros, ça fait une mise globale sur l'étape de 25 euros, même 27 euros, parce qu'il y a un 4e mec que je vais rajouter, cote à 0,02% de bankroll, Mats Pedersen. Alors, je pense qu'en logique, il devrait quand même jouer le coup pour Giulio Ciccone. Si maintenant, au pied de cette ascension, on n'a pas un véritable écrémage au pied de la dernière ascension et qu'il réussit à passer les 4 premiers kilomètres, franchement, derrière, ça peut être pour lui. Vraiment, s'il arrive, surtout s'il est là à 7e kilomètre, pour lui, c'est gagné. Pour lui, c'est gagné. Les 6 derniers kilomètres de l'ascension, il n'y a rien d'insurmontable pour Mats Pedersen. Moi, je vois un groupe se disputer la gagne, un groupe de 30 à 40 coureurs. Voilà, un sprint de 30 à 40 coureurs, c'est un peu mon pronostic. Et est-ce que Mats Pedersen peut être parmi les 30 ou 40 meilleurs coureurs de grimpeurs de cette Vuelta? Je pense que oui. J'ai cherché dans mes archives pour essayer de retrouver, dans mes archives, dans mon cerveau archivé, dans les archives de mon cerveau, pour essayer de retrouver une course qui ressemblait un petit peu à ce qu'on va avoir sur cette étape de la Vuelta, et je suis revenu à la 5e étape de Tirreno Adriatico 2023. On avait une course de côte, un parcours à peu près similaire, sauf que la dernière ascension était beaucoup plus compliquée, et je me suis souvenu de cette étape parce que on avait un énorme vent de face. Rappelez-vous, c'était le Tirreno Adriatico qui avait été gagné par Primož Roglič avec Thibaut Enzo. On était sur la première saison du Coup Tordu, on vous avait fait une grande preview sur Tirreno, on était tout content de nous, et
On envoie le jeudi soir, on envoie la preview sur les plateformes de podcast. Et le vendredi, on apprend que Primož Roglic fait ce Tirreno Adriatico alors qu'il n'était pas prévu du tout au départ. Donc la preview était à mettre à la poubelle. En plus, tonton Roglic avait gagné le classement général. Donc cette 5e étape de Tirreno Adriatico 2023. Donc on avait un parcours assez plat avec un col beaucoup plus compliqué à la fin. C'était 7,3% de moyenne sur 11 km. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on va avoir sur cette étape. Et on avait eu un putain de vent de face dans l'ascension. Voilà, énorme vent de face. Et qu'est-ce qui s'est passé en haut du col? On s'est retrouvé avec un sprint à 17 coureurs sur une ascension beaucoup plus compliquée. Là, ça va être 13 bornes à 5% de moyenne. Là, je vous parle d'une ascension de 11 bornes à plus de 7% de moyenne. Donc, ça n'a rien à voir. Et on avait eu victoire de tonton Roglic, deuxième Giulio Ciccone, Tao Geoghegan Hart qui avait fait troisième. Et à la 4e place, on avait un certain Jay Hindley. Alors, Jay Hindley aussi m'intéresse sur cette étape. Et je vous avoue que ça a été un petit peu mon interrogation. Parce que mine de rien, Jay... au sprint, c'est pas pour rire. Rappelez-vous de sa victoire au Blocos face à Romain Bardet. C'était sur le Giro, ça devait être sur le Giro 2022 ou 2023. Enfin, le Giro en tout cas que Jay avait remporté, donc Giro 2022. Hindley... s'il y avait un 4e larron à rajouter, je rajouterais Jay Hindley. Bon, je vais pas, ça se trouve il va gagner, je vais tout perdre, tant pis, mais c'est pas grave. Je vais rester véritablement, pour moi, si on est sur un scénario GC Day comme je le pense, je serais vraiment hyper surpris que la victoire échappe ou à Jonas Vingegaard ou à Giulio Ciccone ou à Tom Pidcock, et si jamais vraiment ça se regarde beaucoup, ou à Mats Pedersen. Évidemment, si Pedersen est dans le coup, on va faire sprinter plus Pedersen que Giulio Ciccone. Donc voilà, je vous redonne mes pronostics pour cette 9e étape de la Vuelta. Jonas Vingegaard, cote à 7,5, 0,15% de bankroll. Tom Pidcock, la cote à 23,5, 0,05% de bankroll. Mats Pedersen, la cote à 52, 0,02% de bankroll. Et enfin, Giulio Ciccone, la cote à 23,5 et 0,005% de bankroll. Voilà, content d'avoir passé ce petit moment avec vous, ce petit coup tordu avec vous. Thibaut, ses previews à retrouver sur le site Vélo Futé. Enzo, ses previews sur son site The Big Gear. Je vais commencer aussi parce que la fin de la saison approche et vous savez, souvent on a un petit peu mal au cœur quand la saison vélo se termine. Nous, dans le coup tordu, on est un peu triste, mais c'est aussi une période qu'on aime bien parce que c'est aussi la période des interviews. Donc là, le mois de septembre arrive. Je pense que je vais commencer à contacter quelques coureurs et quelques personnalités du monde du vélo. On a eu des idées avec Thibaut Enzo. Donc je vais commencer un petit peu à faire le tour des uns et des autres parce que le coup tordu va continuer après le mois d'octobre, va continuer pendant tout l'hiver. Alors là, on basculera peut-être sur un format, une émission par semaine ou au max 2 émissions par semaine. On fera aussi un petit peu des points mercato, des points scouting sur Side Limit, mais voilà, ça sera comme les 2 autres saisons, ça sera l'idée de vous sortir une interview par semaine d'un coureur. Donc voilà, je vais aller vers chez des gens à qui j'ai des questions à poser. Alors, je retourne jamais voir 2 fois une personne. C'est-à-dire que si quelqu'un ne me répond pas ou si quelqu'un me dit non, même s'il me dit non de manière sympathique, et c'est tant pis. Encore plus quand quelqu'un me dit oui et que derrière il me ghoste. Des fois ça arrive. Donc voilà, je retourne jamais 2 fois vers un même coureur qui m'aurait dit non, coureur ou haute personnalité du vélo. En revanche, ceux qu'on a déjà reçus dans le podcast, avec qui on a toujours passé des bons moments avec. Voilà, j'aime bien qu'il y ait des fils rouges, des histoires qui continuent. Donc vous réentendrez probablement des gens que vous avez déjà entendus dans le coup tordu. Et voilà, le podcast avance, évolue, mais moi j'oublie pas tous ceux qui étaient aussi là dès le départ, à la fois les auditeurs, mais à chaque fois aussi les coureurs qui nous ont dit oui alors qu'on n'était encore rien ni personne. Alors je vais pas dire non plus qu'on est en train de se la raconter et qu'on est au niveau lanterne rouge, mais enfin voilà, vous voyez, le podcast avance, on a passé beaucoup de temps ces dernières semaines dans le top 50 des podcasts de sport les plus écoutés en France. On a été faire des petits tours à Eurosport cette année. On voit que la mayonnaise en cette 3e saison, elle prend, les réseaux sociaux qui augmentent. Vous êtes 11 000 maintenant sur TikTok.
TikTok. Voilà, donc ça se passe bien un petit peu partout. 3000 sur Facebook, plus de 3000 sur X, sur Twitter, plus de 1000 désormais, plus de 1100 sur Instagram. Donc même ce réseau social, on était un petit peu à la rue encore ces dernières semaines, on l'a doublé en pas très très longtemps. Donc la sauce elle prend, la mayonnaise elle prend. Donc voilà, donc je vais aller voir différentes personnalités du vélo avec qui on a envie de parler, parce qu'on va voir voilà, les gens qu'on va voir, c'est pas on va pas mettre des noms pour mettre des noms, c'est pas le but vraiment. Quand j'envoie un message à un coureur ou à quelqu'un qui fait partie du monde du cyclisme, c'est vraiment qu'on a envie de passer un moment avec, et surtout qu'on a des questions à lui poser. Ça, c'est véritablement le plus important. C'est les gens que je veux voir, c'est des gens à qui j'ai des questions à poser. Merci donc pour ce coup tordu, et on se retrouvera. Donc il y a pas d'étape lundi. On sera peut-être aussi un petit tour du Tour de Grande-Bretagne cette semaine. Tour de Grande-Bretagne, je crois qu'il démarre mardi. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouvera probablement avec un podcast dispo lundi soir pour la preview de la 10e étape de la Vuelta. Merci à tous. Ciao les potos.